à toutes et à tous. Alors dans cette situation sanitaire qui est un peu particulière, on a quand même trouvé quelque chose d'innovant, puisque de façon virtuelle, on fait venir chez vous des écrivains, des artistes, tout le monde de la culture. Et donc ça, c'est grâce à la direction des seniors et aux itinéraires de Frédéric Ovadia qui nous permettent justement d'entrer chez vous et de vous faire participer à ces échanges et essayer de rompre votre solitude et de vous apporter un peu des étoiles dans les yeux et de vous aérer. En tout cas, prenez bien soin de vous et puis on va se donner rendez-vous régulièrement sur notre Facebook des Seniors de la Ville. Laurence Dionisi, bonjour. Bonjour. Alors aujourd'hui on va parler de l'érotisme dans l'art, mais avant j'aurais aimé que, parce qu'en fait vous êtes une femme avec plein de facettes, et c'est vrai que c'est cette diversité qui fait justement la richesse, et ce regard que vous portez aussi sur les femmes, sur l'art, et sur ce côté un peu érotisme, le sexe, ou enfin je sais pas, voilà, il y a beaucoup de choses, mais avant parlez-nous un peu de vous. Alors, je m'appelle Laurence Dionisi, je suis née à Paris, mais toute ma famille est d'ici à Nice, hein, donc parents, grands-parents. J'ai étudié à Paris, après je suis partie 10 ans à l'étranger, et quand je suis revenue à Nice en 2002, donc pour venir à l'écriture et à la femme, donc j'ai écrit des nouvelles sur le Mexique, parce que quand j'étais au Mexique, j'écrivais en espagnol sur les Mexicains, ils aimaient bien ce regard de l'étrangère sur leur manière de vivre, de travailler, de penser, et donc j'ai commencé par des nouvelles. Et ensuite, petit à petit, j'ai écrit donc d'autres choses, des romans, un roman en livret, où justement c'est une femme qui est enceinte d'un livre. C'est assez curieux. Donc là, je rends hommage aux femmes de lettres du XXe siècle. Alors il y a un côté très absurde. Par exemple, j'ai le psy qui est peut-être que Ionesco, j'ai Jean-Paul Sartre, j'ai André Breton, et j'ai bien sûr toutes les femmes de lettres dans ce livre-là. Donc il y a une analogie entre quand on écrit un livre et le bébé, entre guillemets. Donc c'est une femme qui a des envies terribles d'écrire des nouvelles, de lire, et qui vomit des lettres. Et en fait, donc elle est enceinte d'un livre. Donc il y a une analogie là-dessus. Et après, je suis partie sur l'histoire. Alors, l'histoire de Nice, notamment, j'ai écrit un roman historique qui se passe pendant la Deuxième Guerre mondiale, parce que ma grand-mère faisait des faux papiers à la préfecture de Nice. Elle faisait partie, comme beaucoup d'employés municipaux, donc du mouvement NAP, noyautage des administrations publiques. Comme elle avait accès aux tampons, donc c'était facile de changer donc les noms, prénoms, les lieux de naissance, nom de jeune fille, etc. Et donner tout ça à son responsable, ça partait dans les différents réseaux de résistance. Et donc un jour, il y a une personne qui est venue, une dame qui est venue dans son bureau, lui demander de l'aide, elle a refusé, parce que justement personne ne savait ce qu'elle faisait, et donc elle se dit, ça y est, c'était en 1943, les Allemands venaient d'arriver, donc après donc, les Italiens, et donc elle a refusé de l'aider. Donc je suis partie sur la Deuxième Guerre mondiale, et je me suis aperçue qu'il y avait eu beaucoup d'artistes qui se sont réfugiés à Nice pendant cette période-là. Donc d'où, pour revenir à l'érotisme dans l'art, je vais y arriver. Et donc, Jean Moulin, par exemple, qui avait sa galerie d'art au 22 rue de France, donc les studios La Victorine, qui ont donc filmé qui ont tourné pendant la Deuxième Guerre, il y avait beaucoup d'artistes. Et je me suis interrogée à ce moment-là, mais comment ça se fait qu'on connaît que des artistes du 19e, fin 19e et 20e siècle? Donc je me suis intéressée, donc bon, déjà j'avais un petit côté un peu féministe aussi, bon il faut le dire, hein, bon, j'ai une mère qui a voilà, un petit peu éduquée dans ce sens-là. Après quand j'étais au Mexique, donc c'est vrai que la place de la femme elle est vraiment minable, il y a beaucoup de machisme, il y a beaucoup de violence hein, donc, au Mexique, et donc c'est vrai que ça m'interpellait de discuter avec ces jeunes filles là-bas au Mexique pour leur dire mais écoute il faut que tu dises que tu es sur le cœur, faut que tu fasses attention, que tu tombes pas enceinte, il y a beaucoup de jeunes ados qui tombent enceintes au Mexique, donc il y a toute cette prévention qu'elle méconnaissait complètement. Et donc du coup, pour en revenir donc à l'art, donc j'ai commencé un petit peu à faire des recherches dessus. Et je me suis aperçue qu'il y avait peu d'ouvrages qui parlaient des femmes artistes. Sauf certaines périodes où certaines artistes qui étaient déjà très connues, comme Niki Saint-Phal ou Frida Kahlo ou Camille Claudel, qui a été sortie longue grâce au film avec Adjani. Oui, c'est ça, c'est assez récent finalement. C'est assez récent. Après, il y a eu un film aussi sur Séraphine de Senlis, aussi, parce qu'il y a eu un parcours complètement atypique. Donc en fait, c'est grâce au cinéma, ou le grand écran, ou des actrices emblématiques, qu'on connaît ces femmes-là. Donc j'ai décidé, bon j'ai fait d'autres choses bien sûr en termes d'écriture, donc d'écrire un bouquin là-dessus.
Alors au début, je n'ai pas fait l'histoire de l'art. Du coup, déjà, j'ai commencé par me former. Donc, j'ai fait beaucoup de tutos. Je suis autodidacte. Hein, je fais plein de choses par moi-même. Et donc, j'ai sorti un premier livre en 2016. Donc, l'idée a germé en 2015. Il est sorti en 2016. Donc, avant les mouvements Balance ton porc, MeToo, etc. C'est ce que j'allais dire, ouais. Et on me disait, oh mais non, mais ça n'intéresse personne, les femmes dans l'art. Bon, machin, j'ai pas moi j'ai envie d'écrire, ouais, c'est celui-ci, j'ai envie d'écrire ce livre-là, donc j'ai nommé Féminin en art majeur. Je trouve que c'était, parce que les femmes étaient cantonnées à des arts mineurs, donc j'ai appelé Féminin en art majeur, donc les peintures de genre, voilà, bon. Et donc, quand les mouvements ont commencé, la troisième vague féministe, donc notre ami Frédéric Obadia, qui est mon éditeur, m'a dit il faut changer de titre. Féminin en art majeur, c'est pas assez parlant, on va les appeler les grandes oubliées de l'art. On retravaille donc le texte, la couverture, et j'avais pas mis les sculptrices dans l'art majeur, j'ai rajouté les sculptrices qui manquaient. Donc j'ai retravaillé. Sculptrice et peintresse. Et peintresse, qui est le véritable métier. Et peintresse qui existait déjà il y a 300 ans, au même titre que autrice d'ailleurs. Hein. Et donc, on a tout masculinisé. On a tout masculinisé, c'est la masculinisation de la langue française par les grammariens de l'époque. Donc l'Académie française a bien sûr entériné tout ceci. Bon, après il y avait des métiers qui étaient peut-être moins heureux, genre philosophesse. Hein, donc bon, c'est peut-être moins. Aujourd'hui ça passerait un peu, c'est un peu ridicule. Mais il y avait plein de métiers. Par exemple, il y avait l'accord de proximité. Le masculin ne l'emportait pas sur le féminin. Vous m'avez dit que vous avez travaillé dans l'éducation nationale. Et bien en fait c'est la représentation. Quand on dit ça en classe, c'est toujours la supériorité masculine, même si c'est la grammaire entre guillemets, mais c'est pas anodin, qui l'emporte sur le féminin. Et à l'époque c'était l'accord de proximité. Donc on ne disait pas ça, on disait, je sais pas moi, les hommes et les femmes sont belles, et pas les hommes et les femmes sont beaux. Voilà, donc ça existait il y a 300 ans, sauf que ça a été changé. Donc voilà, donc j'ai remis ce métier que j'ai découvert également, parce que je l'ignorais, au même titre que autrice, donc je dis que je suis autrice et non pas auteure ou écrivaine, bon. Et donc j'ai sorti Les Grandes oubliées de l'art. Et donc dans Les Grandes oubliées de l'art, donc je suis partie de Pline l'Ancien. La première fois on a entendu parler d'une femme artiste, c'était Di Boutade, hein, qui est dans ses écrits, parce que toujours pareil, pour qu'on puisse parler de ces femmes, il faut qu'il y ait des écrits. Pour qu'il y ait des écrits à l'époque, il n'y avait que les hommes qui les faisaient, parce que c'était les hommes qui faisaient tout, hein, en termes de politique, économique, enfin à tous les niveaux artistiques. Donc il y a eu beaucoup de pertes d'ailleurs à ce niveau-là, parce que puisque les femmes n'étaient pas consignées, on ne sait pas qui elles étaient, d'où elles venaient, qu'est-ce qu'elles ont peint ou sculpté, où on peut trouver leurs œuvres d'art. Donc alors il y en a peut-être qui se sont appropriés aussi. Il y a eu effectivement le mari ou le frère ou le père, hein, souvent c'est des femmes artistes. Et donc du coup j'ai fait un travail de recherche dans ce sens-là, et là on continue de découvrir donc donc de nouvelles peintures. En fait c'est pas monsieur qui a peint, mais c'est madame. Et je me suis intéressée aussi donc au corps de la femme. Pour en revenir à l'érotisme dans l'art, je vais dire Et donc je me suis dit mais c'est vrai qu'il y a toujours le regard masculin qui est posé sur le corps de la femme, avec les canons de beauté de l'époque qui étaient donc donnés par les hommes. Il fallait être comme ci, comme ça. Par exemple au Moyen-Âge, les femmes étaient très fines, elles étaient la peau blanche, avec elles s'épilaient, même jusqu'au niveau du sommet du crâne, c'était bon, elles se voilaient, les cheveux, souvent elles sont présentées avec les cheveux cachés, et donc pour avoir un grand front, très fine, très élégante dans ce sens-là, et très fine. Après, les canons de beauté, c'était la femme, plus dans le chair, qui donne la vie, donc il fallait qu'elles aient des formes, donc avec des poitrines, des hanches. Sous l'Antiquité, les Romaines ou les Grecs, elles étaient musclées, surtout les Grecs, parce qu'on était dans le culte du corps, la beauté du corps. Les Grecs, ils s'entraînaient, le gymnase. Bon, donc du coup, les femmes aussi, elles étaient sportives, elles avaient des cuisses plus musclées, elles étaient plus massives. Bon, donc on va à travers l'histoire des sociétés, donc de l'humanité, on va dire en général. Le corps aussi, les canons. Et alors, c'est intéressant de savoir pourquoi, même encore aujourd'hui, on les dictates de la mode. On a beaucoup parlé des jeunes femmes anorexiques, hein, donc on est dans cette soi-disant beauté d'être maigrichonne, et d'être éternellement jeune. Hein, donc l'agisme à partir de 50 ans, hein, n'est-ce pas? Ça c'est réservé aux femmes, parce qu'en général, les messieurs, c'est moins, on est moins exigeant. Voilà, hein. Donc du coup, je me suis intéressée donc au corps de la femme, donc les canons de beauté, etc. Et donc qui étaient ces femmes, qui étaient ces muses, qui inspiraient, qui ont fait la renommée
Toutes ces Vénus, elles ont fait la renommée de ces peintres, de ces sculpteurs. Mais elles, est-ce qu'elles ont bénéficié de cette renommée? Qui elles étaient? Est-ce qu'elles étaient heureuses d'être là? Est-ce que c'est un choix de poser nu à l'époque où être nu, c'est quand même mal vu? C'est ce que j'allais dire, qu'en pensait la religion de ça? Alors la religion, c'était assez cocasse, parce que bon, par exemple au Moyen-Âge, le clergé disait comment il fallait avoir des relations sexuelles pour pas que monsieur ait mal. Il y avait pour qu'il y ait tout de suite l'enfant qui naisse, donc la fécondation. Donc il s'immisçait dans les positions, c'est curieux. Le clergé aussi qui a eu ces maisons de prostitution, qui avaient ces bordels. Alors bordel, ça vient du mot bordes, qui voulait dire maison en bois. Donc après c'est devenu bordel, et elles étaient donc ces maisons à l'extérieur des villes pour éviter justement qu'il y ait de tentation, n'est-ce pas? Et donc les messieurs avaient le droit d'avoir des relations extra-conjugales pour justement, voilà, parce qu'ils avaient des envies. Mais par contre, madame, il fallait qu'elle reste à la maison, qu'elle n'avait pas le droit d'avoir parce qu'il fallait avoir l'affiliation, être sûr que le père était bien celui du mari par rapport à la loi salique. Donc il y a toujours cette mainmise, on le retrouve dans la religion à tous les niveaux, du corps de la femme par les hommes. Donc du coup le corps a évolué, je pense aux années 70, parce qu'on parlait des femmes pulpeuses de la Renaissance, les modes aussi, par exemple le badinage, donc au XVIIIe siècle avec les mouches, ou les hommes avec leur grande perruque poudrée, et là les années 70 ça a été le clash entre guillemets, on retrouve avec des femmes qui se réapproprient leur corps. Et c'est vraiment qu'à ce moment-là, ça commence déjà au XXe siècle, début XXe siècle, avec justement l'évolution des mœurs, l'évolution de la société, les femmes qui rentrent dans le milieu économique, les suffragettes qui commencent déjà à revendiquer leurs droits. Donc forcément, le corps de la femme commence à se libérer, le corset qu'on commence à retirer, les cheveux qu'on coupe dans les années folles. Alors il y a des peintresses comme Tamira Lampicka qui était bisexuelle par exemple, ou Colette, dans tous les niveaux, au niveau artistique, donc la littérature, la musique, tout ça. Et donc ça se suit, et donc du coup, dans l'histoire de l'art et dans l'érotisme, ça se ressent. Alors bien sûr, il y a toujours un petit peu les hommes qui ont continué de montrer leur désir, leur fantasme, leur pulsion sur le corps de la femme, qui peut être à la fois ou une Vénus, ou une tentatrice, ou la mère, ou la passionnariat. Bon, il y a toujours à chaque fois des symboles. Chaque fois, on attribue la femme comme un adjectif, vous voyez. C'est pas une femme en tant que telle. Alors que l'homme, c'est l'homme. Pourtant, c'est la moitié du monde, de l'humanité, quoi. Donc, du coup, je suis arrivée à ces conclusions-là. Et puis, bon, aussi, on m'a demandé. En fait, j'avais fait un concours, j'ai participé à un concours de nouvelles quand c'était la mode de 50 nuances de grès. Voilà. Donc, c'était. Donc, mon éditeur de l'époque, c'était Edili, il m'a demandé. Le thème, c'était l'érotisme. Alors, qu'est-ce qu'il pourrait raconter? Parce que c'était pas forcément ma tasse de thé, l'érotisme. Et donc, j'ai imaginé Psyché. Enfin, le deux statues, Psyché ranimée par le baiser de l'amour de Antonio Canova, qui s'embrassaient. Je trouve qu'elle est tellement magnifique cette statue. Et donc j'ai commencé à faire des recherches là-dessus. Bon, j'ai gagné la nouvelle. Et que du coup, je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses dans l'art au niveau de l'érotisme. Par exemple, quand j'étais en Amérique du Sud, au Pérou, en Colombie, il y a beaucoup de potiches, de vases qui représentent l'acte sexuel. Et on le retrouve depuis toujours en fait, mais là c'était plus à des fins, on va dire, pédagogiques, pour montrer aux plus jeunes comment se reproduire. Alors ça peut être pas forcément même des fois un homme et une femme, des fois c'était sur les dessins, il y a un peu de tout, voilà, bon. Et c'est rigolo, donc ça a toujours existé. L'érotisme, en fait, pratiquement tous les peintres ont peint. Alors, pas tous à 100%, mais beaucoup se sont intéressés. De toute façon, ils avaient des cours, ils suivaient des cours le nu, à l'académie. À l'académie, donc forcément, c'était le summum, peindre à nu, parce qu'il y a tout le corps, les muscles, il y a l'expression, c'est le plus difficile, parce que quand on met des vêtements, c'est caché, on ne voit pas ce qu'il y a en dessous. Donc,